Vendredi 19 février 1937, un avion Stinson se rendait de l'aérodrome Archerfield de Brisbane à Sydney. Il y avait 7 personnes à bord, 5 passagers et 2 pilotes. En cours de route, l'avion était censé récupérer quelques passagers supplémentaires à Lismore, mais il n'est jamais arrivé. Les recherches officielles se sont concentrées autour de Newcastle et de la rivière Hawkesbury à des centaines de kilomètres au sud, où certaines personnes ont affirmé avoir vu ou entendu l'avion. Les autorités ont enregistré une déclaration du chef de poste à Hawkesbury. Il a dit qu'il avait entendu l'avion passer au-dessus de sa tête juste après 17 heures, le jour de sa disparition. Comme il en savait beaucoup sur l'avion, les autorités ont été convaincues par sa déclaration. Mais d'autres croyaient autre chose. Les gens qui vivaient dans les monts Macpherson, à la frontière entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud, ont entendu l'avion passer au-dessus de leur tête au même moment que d'habitude. Les gens du coin étaient au courant du vol de Brisbane. Certains d'entre eux affirment avoir vu l'avion bleu et rouge de Stinson disparaître dans les nuages. Après des jours de recherche, rien n'a été trouvé. C'est alors qu'un bushman du nom de Bernard O'Reilly a décidé de prendre les choses en main. Il vivait dans cette région montagneuse du pays et se souvenait qu'il y avait eu un puissant orage la nuit de la disparition. Un gros cyclone qui avait traversé les montagnes avait rendu impossible tout déplacement pour les habitants. Le samedi 27 février, O'Reilly a décidé d'aller chercher l'avion disparu et de découvrir ce qui s'était passé. La veille, il avait rassemblé tous les indices sur l'endroit où l'avion pouvait se trouver. O'Reilly a sorti sa règle et a tracé une ligne sur une carte jusqu'au dernier endroit connu où l'avion avait été entendu. Il a vu que la ligne traversait 4 points élevés. Il était persuadé que l'avion n'avait jamais dépassé la chaîne de montagnes voisines. Il a empaqueté des provisions, est monté sur son cheval et s'est mis en route. Il a chevauché jusqu'au mont Bison-Gabel, puis a renvoyé son cheval chez lui. Il a continué à pied à travers la dense forêt tropicale. Il pouvait à peine voir devant lui. Les plantes de la forêt étaient aussi épaisses qu'un grillage. Il n'y avait pas beaucoup de lumière ce jour-là et il avait du mal à s'orienter. O'Reilly a cherché des indices pour comprendre où il se trouvait. Il recherchait des modèles de croissance des arbres et des différences de niveau de floraison entre les espèces de plantes. Il a essayé de repérer les nids de différents oiseaux qui pourraient le renseigner sur son altitude. Il a passé la nuit du samedi au dimanche dans la forêt humide et a poursuivi ses recherches le lendemain. Du sommet du mont Sroagban, par une brève ouverture dans les nuages, O'Reilly a vu de hauts rochers. Il a soupçonné que l'avion Stinson s'était écrasé à cet endroit. Loin, au sud-ouest, dans l'étendue verte et infinie de la forêt, il a aperçu une cime d'arbres brun clair. Cette couleur n'était pas naturelle pour la fin de l'été et semblait anormale. Les incendies se produisaient rarement dans la forêt tropicale, mais la foudre était possible. Était-ce une simple coïncidence ? À en juger par sa carte, l'arbre était à 13 km de là. O'Reilly s'est démené à travers la forêt pour l'atteindre. Alors qu'il était à 5 km de l'endroit, il a entendu 2 voix crier « Coïse ». Il s'agit d'un cri utilisé dans le bush australien pour attirer l'attention, trouver des personnes disparues ou indiquer l'emplacement de quelqu'un. Il pensait qu'il pouvait s'agir d'autres équipes de recherche et que répondre à leurs questions les aurait troublés. Il a donc gardé le silence et a continué à marcher vers l'endroit où se trouvaient les voix. Il a traversé une gorge et est monté très haut. Il a appelé pour voir s'il y avait quelqu'un, mais il n'a pas eu de réponse. Il est revenu sur ses pas de 200 mètres le long du plateau et a crié à nouveau. C'est alors qu'il a entendu une réponse et s'est dirigé vers elle. O'Reilly est finalement arrivé et a vu un grand arbre qui avait été coupé. Le tronc entier d'un autre arbre avait été brûlé et il y avait une masse de métal sur le sol. Finalement, il a vu 2 hommes. Les 4 autres n'avaient pas survécu. Les 2 personnes qu'il a trouvées étaient les passagers Joseph Binstead et James Proud. Mais au moment où il a posé les yeux sur eux, il est resté sans voix. À en juger par leur état, O'Reilly s'est dit qu'il était peut-être arrivé trop tard pour sauver les 2 hommes. Il était 16h le dimanche. À ce moment-là, les 2 hommes étaient seuls dans la forêt depuis 9 jours. Proud ne pouvait pas bouger car il s'était blessé à la jambe et Binstead avait apporté de l'eau pour les 2 hommes. Il n'avait trouvé que des baies à manger et avait perdu tout espoir jusqu'à l'apparition de O'Reilly. Il n'y avait plus beaucoup de lumière du jour et O'Reilly a décidé de repartir par un autre chemin, plus court, pour aller chercher de l'aide. Il est tombé sur quelqu'un d'autre en chemin. O'Reilly lui a raconté ce qui s'était passé et a demandé à emprunter son cheval. Plus tard, il a utilisé un camion pour atteindre une ferme et appeler à l'aide. Dans la ferme, grâce à l'annuaire téléphonique de Brisbane, il a trouvé le numéro d'un certain monsieur Robinson de la compagnie aérienne australienne.
O'Reilly l'a appelé et lui a expliqué la situation en lui demandant s'il pouvait mettre sur pied une équipe de sauvetage pour les 2 survivants. Monsieur Robinson a accepté. O'Reilly et le fermier ont formé 2 groupes distincts. Le premier groupe, dirigé par O'Reilly, devait retourner sur le site avec une petite équipe, dont un médecin et quelques fournitures. Ils se sont rassemblés à 2h30 du matin le lundi, sont partis 1 heure avant le lever du soleil et sont arrivés sur le site à 11h du matin. Le groupe dirigé par M. Buchanan, le fermier, comprenait plus de 100 personnes. Ils ont commencé à travailler à l'aube en dégageant le chemin qui menait au plateau où se trouvaient les 2 survivants. Le plan était de les transporter sur la piste pour les mettre à l'abri. Binstead et Proud devaient passer une nuit de plus dans la forêt. Mais cette fois, ils allaient recevoir une tente et des soins médicaux. Quand le soleil s'est levé le mardi matin du 2 mars, le voyage du retour sur le plateau a commencé. Le groupe avait dégagé un chemin de 23 km et l'état des survivants s'est stabilisé. 6 des 7 passagers avaient désormais été retrouvés et il n'en manquait plus qu'un. Il s'appelait Jim Westray et avait aidé les autres à descendre de l'avion avant qu'il ne prenne feu lors de l'accident. Cet incendie avait duré 15 minutes, mais il avait été éteint par une forte pluie qui s'était poursuivie jusqu'à 10h le lendemain matin. Le samedi, à 6h30 du matin, avant que la pluie ne cesse, Westray s'est levé et a dit qu'il pouvait voir une ferme avec quelques moutons au loin. Les 2 autres ont essayé de le décourager d'y aller et lui ont dit qu'il n'y avait rien là-bas. Westray a dit qu'il irait chercher de l'aide et en 30 secondes, il était parti. Quand O'Reilly est arrivé, les 2 survivants lui ont demandé s'ils avaient vu Westray, mais O'Reilly était sûr qu'il n'avait pas réussi. Il a suivi le chemin de Westray jusqu'à une chute d'eau de 15 mètres de haut et a confirmé sa théorie selon laquelle il n'avait pas survécu. L'opération a réussi et les 2 survivants s'en sont sortis. L'histoire a fait la une des journaux nationaux et a été diffusée à la télévision. O'Reilly a reçu une médaille et un chèque de la part du public. Des années plus tard, Peter, le neveu d'O'Reilly, a organisé des visites guidées retraçant l'expédition de son oncle vers le lieu du crash. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.